Bonjour à tous, il a commencé sa carrière chez Procter & Gamble, a travaillé pendant 10 ans chez Madrange, avant de prendre en 2004 les rênes du groupe landais Meissadour et de sa filiale Delpera. Depuis 2 ans, il est le directeur général d'Invivo, qui est le premier groupe coopératif français. Bonjour Thierry Blandinière. Bonjour. Vous avez réalisé un sacré coup hier en annonçant un partenariat avec le joueur de rugby néo-zélandais Dan Carter, qui est peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui, et qui sera dorénavant l'ambassadeur d'Invivo. Ça veut dire quoi, ambassadeur d'Invivo ? Alors c'est effectivement le meilleur joueur du monde, il a une dimension internationale, il est connu dans le monde entier, au-delà du monde du rugby, principalement en Asie. Et ambassadeur d'Invivo, c'est porter les valeurs de notre nouvelle identité. Faire connaître la marque. Faire connaître la marque corporate, il s'agit d'opérations de relations publiques corporate, notamment beaucoup ciblées sur l'international. Nous avons ouvert des bureaux à Singapour, à Hong Kong, et on compte beaucoup sur Dan Carter pour nous aider à faire connaître Invivo sur la zone asiatique et Océanie. Ça coûte cher, non, ce genre de partenariat? C'est tout à fait raisonnable. Vous savez, le rugby est encore un sport tout à fait accessible. Et effectivement, en termes de rapport qualité-prix, je crois que c'est plutôt optimum. Et vous avez discuté avec lui après la Coupe du Monde ou avant? Alors j'ai discuté il y a 1 an avec lui, quand Jackie Lorenzetti, le président du Racing, a souhaité recruter Dan Carter. Il cherchait quelques partenaires et donc j'avais un contact privilégié avec Jackie Lorenzetti et il m'a demandé si Invivo pouvait être intéressé. Et comme on était dans une phase de réflexion, d'évolution du logo, du contenu de la marque, on a trouvé que c'était idéal d'avoir un ambassadeur comme Dan Carter. Ouais, donc plutôt une bonne affaire, parce que si ça avait été négocié après la Coupe du Monde, les prix auraient sans doute été considérablement revus à la hausse. C'est absolument ça. Ouais. Et bon, vous savez, Invivo, on est dans le trading de céréales, donc on a l'habitude aussi de prendre des positions à terme. De sentir les coups. Voilà, de prendre des positions à terme. Alors, ce que je vous propose avant d'aller plus loin, c'est de rappeler la variété des activités d'Invivo, qui à l'origine est un groupe coopératif plutôt céréalier, mais aujourd'hui c'est également de la nutrition animale, de la jardinerie, c'est les magasins gamme vert, que les gens connaissent bien. Également, on va s'y attarder à un développement dans le vin. Et puis, j'allais terminer par les magasins alimentaires, qui sont une toute nouvelle activité sous l'enseigne Fred-Ici. Absolument. On peut s'attarder sur le développement dans la nutrition animale, parce que ça, c'est un segment extrêmement dynamique pour Invivo. Très important. Ça représente combien de chiffre d'affaires aujourd'hui pour le groupe? C'est 1,5 milliard d'euros, c'est 6 000 salariés. Et c'est une filiale qui est très internationale, puisque nous sommes présents au Mexique, au Brésil, sur la zone asiatique. Et en termes d'emploi, donc sur les 6 000 salariés, vous avez 4 000 employés qui sont pas français, qui sont mexicains, brésiliens, vietnamiens. Donc c'est une filiale qui est vraiment tournée pour capter la croissance des marchés émergents. Donc il y a une forte croissance sur ces marchés-là. Et donc la structuration de la filière porc, volaille est très importante et on apporte un vrai savoir-faire français sur notre capacité à apporter des éléments de qualité, des vitamines, contrôler la santé animale pour produire des animaux quelque part de qualité. Dans un contexte de baisse des matières premières, on peut dire que ce pôle-là est celui qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui à Invivo? Absolument, c'est un pôle industriel qui bénéficie de la baisse des coûts des matières premières, donc une valeur ajoutée très, très restaurée. Et donc, il nous donne des moyens d'investir dans l'innovation, de monter en gamme, de créer des nouvelles marques et nous déployer. On a un plan très dynamique sur cette filiale Invivo Nutrition Santé Animale. Il s'agit de doubler de taille en 5 ans, donc par croissance externe, par consolidation. Donc, pour ce faire, on a fait rentrer des financiers au capital, comme Euraseo, la Caisse des dépôts, Unigrain notamment, Crédit Agricole. On a levé 215 millions d'euros d'argent frais, quelque part, pour financer ces croissances externes. Pas spécifiquement dans la nutrition animale. Là, c'est essentiellement pour la nutrition animale, parce que chaque métier est filialisé et chaque métier aura un programme financier pour financer sa propre croissance. Je vous posais cette question parce que la stratégie d'ensemble d'Invivo, c'est de doubler le chiffre d'affaires d'ici à 5 ans dans tous les métiers. C'est exactement ça. On l'avait affiché il y a 2 ans. Il y avait un travail de retournement de certaines activités qui n'étaient pas rentables ou de choix stratégiques qui ont été faits. Donc il fallait refonder le modèle économique d'Invivo et orienter le groupe sur des métiers d'avenir, sur des métiers à forte valeur ajoutée. Donc le travail a été fait. Et nous sommes en route maintenant. Vous considérez que vous tenez le rythme pour atteindre cet objectif d'un chiffre d'affaires doubler le chiffre d'affaires. Il s'agissait dans un premier temps de restaurer la rentabilité du groupe. Donc cette année, on va dégager un résultat de 83 millions d'euros, sachant qu'on était pratiquement proche de l'équilibre il y a 2 ans, voire légèrement en perte. Donc un retournement quand même sur 2 ans.
Et maintenant, un déploiement des métiers du groupe sur les grands axes stratégiques, internationalisation des métiers et investissement dans l'innovation pour monter en gamme et valorisation des marques en B2B et en B2C. La nouveauté des derniers mois, c'est notamment la montée en puissance dans le vin. Vous êtes en train de structurer une filière viticole tournée vers l'export. C'est le sens de ce développement. Donc l'idée, c'est de fédérer pas mal de coopératives viticoles sous l'ombrelle InVivo, en fait. Hein, et vous ciblez particulièrement le marché américain, c'est ça? Exact. Donc on a créé une nouvelle filiale qui s'appelle InVivo Wine. Et l'objectif, c'est de fédérer un maximum de caves coopératives viticoles, qui est un secteur très atomisé, plus de 600 caves coopératives en France, de différentes tailles. Et pour ce faire, on s'est associé avec la première cave coopérative en termes de taille. Donc il s'agit de Vinadéis, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans la région Languedoc. Hein. Dans le Languedoc, à Narbonne, exactement, Narbonne-Carcassonne. Et puis en même temps, on a racheté un négoce bordelais, très connu, Cordier et Mestresa, pour avoir un dispositif suffisamment équilibré et pouvoir attaquer l'international en créant des nouvelles marques, et notamment Cordier, qui va être une marque sur laquelle on va beaucoup investir pour partir à la conquête du marché américain, qui est le premier marché en termes de consommation au monde et le marché à plus forte valeur ajoutée. Vous êtes suffisamment armé là pour atteindre ces objectifs, ou est-ce que vous avez besoin encore de partenaires aux États-Unis notamment? Voilà, donc on est à la recherche de partenaires aux États-Unis. On est prêt à continuer à faire des croissances externes sur de la distribution aux États-Unis pour accélérer le lancement de la marque Cordier, qui va être aussi relookée, repackagée. La gamme va être plus équilibrée. Il ne s'agit pas simplement de vendre que du Bordeaux. Et on va sûrement développer des cépages plutôt origine française. Donc tout ça pour attaquer le marché américain et répondre aux attentes des Américains qui ont une clé de lecture du marché différente. On s'appuie beaucoup sur les cépages, sur le chardonnay, sur le malbec. Donc Cordier deviendra cette marque ombrelle. Objectif en termes de chiffre d'affaires? Sur les États-Unis, aujourd'hui, on est un petit peu présent, on fait 5-6 millions d'euros. Il faut faire 100 millions d'euros d'ici 5 ans, c'est notre objectif. Donc ça passe par une croissance externe. Donc on est à la recherche de cibles ou de partenaires ou d'alliances stratégiques aux États-Unis. Je voudrais qu'on revienne sur les magasins alimentaires dont on parlait au début de cette interview. Fred, ici, il existe aujourd'hui 2 magasins, l'un à Toulouse et l'autre à Dijon. Absolument, quel bilan dressez-vous de ces innovations, puisque ce sont des innovations, hein, vous vous êtes lancé très récemment sur ce segment-là? Ça, c'est un vrai défi, mais en même temps qui est, à mon avis, très réaliste, puisqu'on s'appuie sur une tendance de consommation très forte en France. Vous avez de plus en plus de consommateurs citoyens qui veulent s'engager, faire vivre leur région. Le retour du local. Voilà, c'est le retour du local, le fameux locavore dont on parle. Et donc là, il s'agit effectivement de proposer une offre tout à fait locale, mais en même temps un supermarché vraiment de proximité, donc avec bien évidemment tous les rayons pour que le consommateur puisse faire toutes ses courses dans le magasin. Il ne s'agit pas d'un marché de spécialité, à un prix compétitif. Et en mettant en contact le consommateur citoyen de la région, de Toulouse ou de Dijon, par exemple, sur les 2 magasins pilotes, avec les producteurs. Et c'est un succès, donc, à Toulouse et Dijon? Oui, on est très content. Au niveau qualitatif, c'est super. À Dijon aussi. Et donc, on a un vrai projet de développement à terme, puisque vous avez dit qu'on était présent en jardinerie. Nous avons plus de 1200 points de vente en France. Et donc, on réfléchit à adosser à certaines jardineries, sur les mêmes parkings, des Frédicis pour accélérer le déploiement de l'enseigne. Sachant que, bien sûr, toutes les jardineries ne pourront pas accueillir un Frédicis, donc il s'agit de regarder l'emplacement, de voir s'il y a des flux de clients, qui serait assez vertueux en fait, parce que ça permettrait aussi d'accélérer la fréquentation des jardineries, qui serait donc en doublon avec un Frédicis. Et alors, en nombre de magasins, ça peut donner quoi à court terme? On a un potentiel à très court terme de 100 magasins, mais on espère à 5-10 ans monter à 200 pour avoir un maillage territorial suffisamment intéressant. Le modèle économique, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par magasin. Donc, si vous comptez 200 magasins, allez, à horizon 10 ans, ça fait 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, c'est un effet levier qui est très important pour le groupe. Et c'est un nouveau relais de croissance en innovant, parce qu'on essaye d'inventer un nouveau modèle de distribution. On verra des Frédicis à Paris? Oui, on va y travailler. Oui, on y travaille. Mais il faut trouver l'emplacement. Vous savez, dans le commerce, l'emplacement, bon, c'est aussi vrai pour Frédicis. Et ça ne va pas être donné. Voilà. Alors, ça ne sera peut-être pas dans Paris intramuros, mais on aura peut-être des solutions à l'extérieur. Merci beaucoup, Thierry Blanc-Vinière. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà.